Elle m'a dit en me regardant, devant mon petit-fils et mon petit frère, « Tu es déjà trop vieux ». Je l'ai écouté debout dans la cuisine, avec la marmite de soupe encore chaude sur la cuisinière et la fenêtre ouverte au vent de Marseille qui entre toujours en fin d'après-midi. Je pouvais seulement serrer la cuillère plus fort et respirer lentement pour ne pas pleurer là-bas. Ma fille, la même que j'avais emmenée dans le bus pour aller à l'école pendant des années, avait lancé ces mots comme si elle fermait une porte de colère. J'ai juste répondu que j'allais finir la soupe et qu'elle pouvait y aller si elle le voulait. Mais ma voix est sortie basse, presque un murmure. Le pire, ce n'était pas la phrase, c'était la froideur. C'était la façon dont elle me regardait, comme si j'étais un poète attaché à son pied. Je m'appelle Nadège, j'ai 55 ans, j'habite un simple T2 à la Belle de Mai. Je travaille comme aide-cuisinier dans un petit bistrot près de la gare Saint-Charles. Ma journée commence tôt. Je descends dans mon manteau bleu usé. Je m'arrête à la boulangerie du coin pour prendre une baguette encore chaude et je marche jusqu'à l'arrêt de bus. J'ai toujours été cette mère qui tient la maison quand tout tremble. J'ai élevé 3 enfants. L'aîné s'appelle Karine, puis vient Stéphane et le petit dernier Fabien. Leur père est parti quand Fabien avait 11 ans. J'ai tout enduré. Les doubles emplois, les factures en retard, les réunions scolaires, les médecins, la paperasse de la CAF, le loyer, le bruit des voisins, les nuits blanches. J'ai préparé le déjeuner au travaillet, j'ai laissé un pot supplémentaire à emporter à la maison. Parfois, c'était suffisant pour tout le monde, parfois c'était juste pour eux. J'ai mangé du pain et du café avec du lait et j'ai suivi. Karine a toujours été la plus capricieuse. Intelligent, beau, décisif. Lorsqu'elle a trouvé un emploi dans un salon de beauté de la rue de Rome, j'ai presque explosé de fierté. J'ai toujours rêvé de voir ma fille en bonne santé, vêtue d'un beau chemisier, marchant le menton relevé. Mais avec le temps, un copain est venu qui ne me respectait pas et qui m'a dit que je m'impliquais trop. Il a ri quand je lui ai dit qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de mieux dormir, que les factures ne s'additionnaient pas. Il a dit que j'avais dramatisé. Karine a changé de ton avec moi. Au début, c'était l'apparence, puis réponse croisée. Finalement, il a commencé à m'éviter. Je prenais encore des fruits quand j'allais leur rendre visite. Il laissait 20 € cachés dans son placard quand il voyait le frigo vide. Il préparait de la soupe et la congelait dans des bocaux. J'ai dit que c'était pour son petit-fils, Thomas, mais c'était aussi pour elle. Dimanche dernier, nous avons déjeuné ensemble dans mon appartement. J'aime une table pleine, même exiguë. J'ai fait du poulet avec de la moutarde, du riz et de la salade. Stéphane est venu avec sa compagne, une discrète fille nommée Hélène. Fabien a porté un fromage qu'il a pris au travail. Karine était en retard, elle est arrivée avec un froncement de sourcils, sans une bonne journée. Elle s'est assise, a vérifié son téléphone, m'a regardé et m'a demandé si je pouvais rester avec Thomas tous les jours de la semaine suivante parce qu'elle avait un cours et que son petit ami faisait des heures supplémentaires. J'ai dit que j'allais essayer, mais que j'avais besoin de concilier cela avec mon travail, que je pouvais rester 3 jours, c'est sûr, les 2 autres, je verrai comment faire. Elle a poussé un grand soupir et a dit « Tu es déjà trop vieux pour continuer à choisir ce que tu peux ou ne peux pas faire. Soit cela aide, soit cela entrave. » La table se tut. Le bruit de la rue entrait par la fenêtre, avec un vendeur qui passait et criait « Panis, panis !» comme cela arrive toujours le dimanche après-midi. J'ai retenu mon souffle pour ne pas répondre sur le même ton. Stéphane baissa les yeux. Fabien serra fort le verre. J'ai dit « Ma fille, j'aide, mais je travaille aussi. » Elle a ri en humour et a dit « Tu travailles peu, maman. Vous vous fatiguez pour rien. J'ai fait la vaisselle en essayant de m'assurer que personne ne remarque que mes yeux étaient pleins d'eau. J'ai dit à Hélène de prendre les restes, qu'elle était censée déjeuner lundi. Elle la remercia doucement. Karine s'est levée, a pris son sac et a dit qu'elle devait y aller. Thomas est venu me serrer dans ses bras, m'a embrassé rapidement et a couru après elle. J'ai fermé la porte lentement. J'appuyai mon front contre le bois froid et pris une profonde inspiration. Je ne voulais pas pleurer. J'avais décidé que je n'allais pleurer pour rien ce jour-là. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré en silence, juste là, avec la poêle encore chaude, avec l'odeur du poulet dans la maison et la nappe un peu tachée de moutarde. Je me suis souvenu de l'époque où elle avait de la fièvre et dormait sur ma poitrine. Je me suis souvenu quand je lui avais tressé les cheveux avant l'école. Je me suis souvenu de chaque cahier payé avec l'argent compté. J'ai attrapé mon manteau et je suis sorti me promener. Je descendis la rue en direction de la place Cadenat. Le vent de fin d'après-midi était plus froid vers 6 heures.
Je me suis arrêtée au Carrefour Market et j'ai acheté du lait, des pommes et un paquet de pâtes. Je n'avais pas besoin de pâtes, mais je les ai quand même achetées. Parfois, acheter des choses simples me calme. J'ai vu une dame à côté, Brigitte, et elle m'a demandé si tout allait bien. J'ai souri et j'ai dit que oui, que tout était normal. Sur le chemin du retour, le ciel virait déjà à un bleu foncé. La lumière jaune des bâtiments commença à marquer les fenêtres comme des images éclairées. J'ai monté les escaliers lentement, sentant la fatigue dans mes genoux. J'ai laissé les courses dans la cuisine. J'ai mis la table, j'ai plié la nappe, j'ai bien fermé la fenêtre. Quand la nuit est enfin venue, j'étais déjà sur le canapé, avec une couverture sur les jambes et une tasse de thé à la camomille dans les mains. J'ai allumé la télé juste pour tenir compagnie. Je l'ai laissée sur le journal régional. Ils ont montré le trafic sur le Vieux-Port, un petit accident sans blessés. J'ai pensé à envoyer un message à Karine. J'ai ouvert la conversation sur mon téléphone portable. J'ai écrit « Viens bien » et je l'ai supprimé. J'ai écrit « Je t'aime » et je l'ai supprimé. Je suis restée là, tenant le téléphone comme s'il allait résoudre quelque chose pour moi. Le silence de la maison a commencé à peser, ce silence du dimanche soir qui semble s'élever des murs. J'ai fermé les yeux et j'ai demandé à Dieu de me donner une parole juste, un geste juste, tout ce qui était juste. Il n'était pas minuit quand la sonnette a sonné fort. 1, 2, 3 fois. Je me suis levée frayée, j'ai claqué la tasse sur le bras du canapé, j'ai renversé du thé sur le tapis. Mon cœur m'est monté à la gorge. Je me dirigeais vers la porte et avant de regarder par le Judas, je savais déjà qui c'était. Je reconnais la façon dont elle sonne à la porte depuis qu'elle est petite. J'ai regardé et j'ai vu Karine, avec son mascara qui coulait et sa respiration lourde, frappant du poing sur la porte comme si l'urgence était une chose vivante. J'ai pris une profonde inspiration, je l'ai déverrouillée et quand j'ai tourné la poignée, elle a dit mon nom d'une voix qu'elle n'utilise que lorsqu'elle a peur. C'est là, à ce moment-là, que la nuit a basculé. Elle est entrée sans attendre que je dise quoi que ce soit. Elle est passée devant moi en me cognant le bras, comme si le sol allait s'effondrer si elle restait dehors une seconde de plus. Son visage était rouge, son maquillage était taché, ses yeux étaient écarquillés, comme un enfant effrayé. J'ai fermé la porte lentement et je suis restée immobile, ne sachant pas si je devais la serrer dans mes bras ou lui demander ce qui s'était passé. Elle faisait les 100 pas dans la pièce, se tirant les cheveux, respirant vite, jusqu'à ce qu'elle s'arrête au milieu du tapis, se tourne vers moi les yeux brillants de larmes et me dise, presque sans bruit, « Maman, aidez-moi s'il vous plaît ». J'ai ressenti une oppression dans ma poitrine qui mêlait douleur et instinct. La même bouche qui, il y a quelques heures, me traitait de trop vieille, tremblait maintenant comme une fille qui demande un tour. J'ai rien dit. Je me suis approchée d'elle et lui ai juste touché le bras. C'était assez. Elle s'est effondrée sur mes épaules, sanglotant si fort que tout son corps a tremblé. Cela faisait des années que je ne l'avais pas sentie si légère, si fragile. J'ai passé ma main sur son dos, comme je le faisais quand elle pleurait à cause de la fièvre ou d'une bagarre à l'école. Elle répétait sans cesse « J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur ». Je ne savais pas où aller. Je l'ai conduite sur le canapé. J'ai pris la couverture et l'ai jetée sur ses jambes. Elle grimaça comme une enfant. Je me suis assis sur le côté et j'ai attendu. Je n'ai pas insisté. Je sais qu'il y a des moments où une mère n'a pas besoin de parler. Elle est simplement là. Après quelques minutes, elle a réussi à parler entre deux sanglots. « Il n'est pas rentré à la maison », dit-il d'une voix rauque. Il m'a fallu une seconde pour comprendre. « Thomas ?» Elle secoua la tête et plissa les yeux. « Non, il. Oh Antoine, le petit ami. Il est parti à 7 heures pour prendre une bière avec ses collègues et n'est pas revenu. J'ai appelé, envoyé des SMS, rien. Je suis allé au bar, j'ai attendu au coin. Il est passé juste devant moi avec une femme à côté de lui, riant. Il n'a même pas regardé. Je suis allé le chercher. Il m'a vu et m'a juste dit « Je vous l'ai dit, je n'ai pas la patience pour le drame. » Et il est monté dans la voiture avec elle. Je l'ai poursuivi avec Thomas. Mais Thomas a eu peur et s'est mis à pleurer, alors j'ai dû rentrer. Je me suis retrouvée seule. Je ne savais pas où aller. Et puis elle m'a regardée avec honte. J'ai pensé à aller chez Marie, mais elle hésita. Je suis venue ici. J'ai pris une profonde inspiration. Non pas de soulagement, mais de reconnaissance. Je connaissais déjà cette douleur. J'ai senti le sol disparaître à mes pieds quand leur père est parti, et je n'ai jamais vraiment expliqué pourquoi. Je sais ce que c'est que de rentrer à la maison
et de n'avoir personne pour vous regarder dans les yeux et vous dire « Je suis là ». Je sais ce que c'est que de frapper à la mauvaise porte et de revenir encore plus seul. Alors j'ai juste dit « Vous n'avez jamais à penser à l'endroit où aller. Si ça fait mal, vous venez ici ». Elle m'a regardé comme si cette phrase était de l'eau après un long désert. Mais alors il baissa la tête et dit « Coupable, je t'ai dit des choses horribles aujourd'hui. » Dire, j'ai répondu calmement. Et ça m'a fait mal. Oh, beaucoup. Elle se remit à pleurer, cachant son visage dans ses mains. Je suis un idiot. Je pensais que j'étais trop fort. Je pensais que je n'avais besoin de personne d'autre. Je pensais que je pouvais tout jeter sur ton dos parce que vous avez toujours tout enduré. Cette phrase m'a traversé comme un couteau et un guérisseur en même temps. Parce qu'au fond, c'est tout. Quand la mère est trop ferme, les enfants pensent qu'elle est faite de fer. Quand la mère ne se plaint pas, ils pensent qu'elle ne le ressent pas. Quand la mère le résout toujours, ils pensent qu'elle est née en sachant qu'elle est là. Elles oublient qu'avant d'être mère, nous n'étions que des femmes. « Je ne veux pas que tu te sentes vieux, dit-elle doucement. J'ai juste eu peur de supposer mon échec. Il est plus facile de blâmer les autres que d'admettre que j'ai mal choisi. Je me suis tue parce qu'elle voyait enfin ce que j'avais attendu des années pour entendre. Au bout d'un moment, je me suis levée. Je suis allée à la cuisine, j'ai chauffé le reste de la soupe et je l'ai apportée dans un bol. Elle mangea lentement, les yeux baissés. Cette soupe au poulet et à la moutarde qu'elle avait critiquée plus tôt était maintenant un réconfort. L'odeur était différente à ce moment-là. Ça sentait la réconciliation. Quand elle eut fini, elle appuya sa tête sur mon épaule et dit « Maman, j'ai peur de dormir seule. »« Alors tu dors ici, » ai-je répondu. « Le lit est à toi. Je reste sur le canapé. » Elle a essayé de protester, mais j'ai insisté. Elle s'est allongée sur mon lit, comme elle faisait enfant. J'ai réparé le drap, éteint la lumière et me suis assis sur le bord jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Son visage se détendit peu à peu. Elle avait encore des traces de la fille que je portais. L'âge adulte les prive parfois de cette fille. Mais sous toute cette fierté, chaque phrase dure, il y a toujours quelqu'un qui veut juste un refuge sûr. Quand j'ai fermé la porte de la chambre, je suis restée dans le couloir pendant un moment. J'ai senti une vieille fatigue sortir de mon corps, comme si quelque chose avait enfin trouvé sa place. Mais j'ai aussi senti quelque chose d'autre émerger, une force silencieuse. Ce n'était ni la vengeance ni l'orgueil, c'était quelque chose de différent. C'était la certitude que, même lorsqu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de nous, c'est nous qui tenons leur monde. Et ce matin-là, seule sur le canapé avec ma couverture et mon thé froid, j'ai compris une vérité qui a mis des années à mûrir en moi. Ce n'est pas être trop vieux qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est d'être traité comme s'il avait expiré. Mais chaque mère qui a été radiée trop tôt a encore un chapitre trop grand devant elle. Et demain, ce sera différent. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant que le soleil ne frappe les façades écailleuses de la Belle de Mai. J'ai passé un moment à écouter la respiration de Karine Edans la pièce, calme comme je ne l'avais pas entendue depuis longtemps. La maison avait un silence différent, un silence post-tempête. J'ai mis de l'eau à ébullition, cassé la baguette de la veille et étalé un peu de beurre. Lorsque la bouilloire sifflait, je versais le café dans le percolateur et laissais l'arôme envahir la cuisine. J'avais besoin de commencer cette journée comme j'ai toujours commencé les jours difficiles, avec la routine. La routine est le pont entre la douleur et un nouveau départ. J'ai préparé un bol de chocolat à Thomas, parce que je savais qu'il se lèverait tôt. Et j'ai laissé son sac à dos avec un manteau supplémentaire séparé. Le vent à Marseille change généralement d'humeur jusqu'à 9 heures. Il a été le premier à apparaître, se grattant les yeux, les cheveux en désordre, et m'a serré par la taille comme si la nuit, rien au monde n'avait été plus sûr que mon lit. « Mamie, j'ai dormi sans peur », a-t-il dit, et j'ai senti un bon nœud dans ma poitrine. Peu après, Karine quitta lentement la pièce, des smèches de mascara que l'eau n'avait pas encore enlevées et des excuses muettes dans sa bouche fermée. Je n'ai pas insisté. J'ai poussé la tasse près d'elle. Elle sirota son café en signe de gratitude silencieuse. « Merci pour hier », murmura-t-elle. J'ai juste secoué la tête. Quand nous sommes allés partir, elle s'est collée à la porte. « Maman, aujourd'hui j'ai le cours à 8h30, mais la crèche a prévenu tard dans la nuit qu'elle allait fermer pour maintenance. Je ne sais pas quoi faire. J'avais déjà mon manteau au bras. J'emmène Thomas à l'école et ensuite j'irai au bistrot.
En chemin, je m'arrête à la pharmacie pour récupérer la copie de la carte de vaccination que vous avez perdue. Le directeur de l'école aime voir tout organisé. Elle tripote le téléphone, angoissée. J'ai appelé Antoine et... Il s'arrêta dans les airs. Son nom a pesé. « Laissez-le, je m'en sors », a-t-il dit. Et je me suis retournée. Parce que c'est ce que font les mamans quand le monde est bloqué. Dans la rue, le vent venait du port avec l'odeur du sel et la promesse de la pluie au loin. J'ai pris le bus bondé avec Thomas par la main et, à chaque tournant, il m'a raconté des secrets d'enfant. Le nouvel enseignant, le camarade de classe qui porte une charrette cachée dans son sac à dos, le rêve d'un bateau géant. Je l'ai laissé à la porte, j'ai vérifié son manteau, je lui ai donné un baiser sur le front. « Mamie, tu viens me chercher ?» Il sourit. « Si ta mère ne peut pas, je viendrai, mon amour. » Quand je me suis retournée, j'ai rencontré le directeur. « Madame Nadège, l'autorisation de la visite de demain, vous devez signer. » J'ai sorti de mon sac une bâche en plastique avec les documents que j'avais avancés la veille, peut-être par l'intuition d'une vieille femme qui a tout vu, et je l'ai remise. Elle a écarquillé les yeux, toujours prête. J'ai juste répondu. Quand on en crée 3, on apprend. Je suis arrivée au bistrot près de la gare Saint-Charles avant 10 heures. Le propriétaire, M. Armand, m'a regardé avec cette tête de quelqu'un qui fait déjà confiance sans demander. Aujourd'hui, le mouvement s'annonce, le bateau touristique débarque à 11 heures. J'ai noué le tablier, tiré les casseroles, goûté le bouillon du jour, ajusté le sel et la chaleur. J'étais à ma place. J'ai coupé des oignons au rythme de l'horloge pendant qu'une partie de moi était attentive au téléphone au cas où Karine appellerait. À 11h30, la salle était pleine. La sonnette ne laissait aucun répit, les serveurs allaient et venaient, les rires bruyants, les langues mélangées. J'avais ce 3 poils à frire qui fonctionnaient en même temps quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Maman. C'était Stéphane, mon cadet, avec Hélène à ses côtés. Il ne se présente généralement pas à mon travail à l'improviste. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je en m'essuyant les mains sur le chiffon. Il cligna des yeux, retenant un sourire réprimé. « Viens à la porte quand tu le peux. » J'ai attendu le bon moment, plate envoyée, feu baissé, et je suis partie. Dehors, sur le trottoir étroit, j'ai vu Fabien aussi, le plus jeune. Et parmi eux, Karine, tenant Thomas par la main. Elle prit une profonde inspiration. « Maman, je voulais parler ici. » Tout mon corps était en alerte. Peu à peu, les clients des tables voisines se sont tus, comme s'ils remarquaient une scène qui n'est pas la leur, mais qui, d'une certaine manière, a à voir avec tous ceux qui ont déjà une mère. Karine fit un pas en avant. Sa voix tremblait, mais elle ne manquait pas. « Hier, je t'ai dit que tu étais trop vieille. Aujourd'hui, je veux m'excuser d'être trop jeune pour comprendre ce que c'est que d'être soi. » Un silence épais s'installa. J'ai senti le vent souffler sur mon visage et j'ai ajusté le foulard dans mes cheveux comme si cela pouvait me faire gagner du temps. Fabien, qui parle rarement, lève le menton. « Man, tu as tenu cette famille unie quand tu manquais de ton père, d'argent et même de courage. Si quelqu'un ici a besoin de dire quelque chose en public, c'est nous. » Stéphane regarda les côtés, sans honte d'être entendu. « Je te l'ai déjà dit chez moi, mais jamais ici. Tu es le pilier de notre histoire. S'il y a quelqu'un qui mérite d'être qualifié de fort dans cette ville, c'est vous. » Karine tira Thomas, qui me lâcha la main et se tourna vers moi. Sérieuse comme seuls les enfants savent l'être lorsqu'ils comprennent le poids des paroles des adultes. « Ma maison, c'est là où est grand-mère. » J'ai dû fermer les yeux pendant 1 seconde pour que la marée en moi ne m'emporte pas. Quand je l'ai ouvert, Karine a poursuivi. « Je suis allée chez toi hier parce que j'en avais besoin. Aujourd'hui, je suis venue ici parce que je l'ai choisi. J'ai choisi de le reconnaître devant tous ceux qui veulent l'écouter. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous êtes plus que suffisant. Et moi, j'étais petite. » Certaines personnes aux tables ont hoché la tête. Un homme coiffé d'une casquette posa sa serviette à côté de l'assiette comme s'il s'agissait d'un geste de respect. Hélène m'a serré le bras. « Tu mérites ça. » Je ne suis pas un faiseur de paroles, mais Illy avait un nœud qu'il fallait défaire depuis avant-hier, avant que leur père ne parte, peut-être avant que j'apprenne à toujours me mettre en dernier. Puis j'ai parlé, ferme et de basse, comme si je m'adressais à sa propre maison. « Je ne t'ai pas créé pour me demander un pardon parfait. Je t'ai créé pour retrouver ton chemin quand tu étais perdu. Et tout le monde s'y perd. Je me suis perdue plusieurs fois. Ce qui me ramenait était toujours la même chose. La table mise, une soupe chaude et quelqu'un qui disait « Entrez ». Karine s'est approchée, m'a serré fort dans ses bras,
et j'ai senti ses épaules se libérer d'une vieille culpabilité. « Je veux aller en thérapie, maman. Je veux apprendre à ne pas te décharger du poids qui est le mien. Je veux être une mère pour Thomas comme tu l'as été pour moi. » Stéphane sourit des yeux. Fabien, un peu maladroit, sortit de sa poche un porte-clés avec une encre, cadeau bon marché, mais symbole sûr. « Pour te souvenir de ce que tu es pour nous, homme, le porc. » J'ai ri doucement, et le bruit est sorti comme de l'eau après une journée très chaude. À ce moment précis, comme si le destin avait besoin d'un spectacle, Antoine tourna le coin. J'ai reconnu de loin le pas précipité, le manteau jeté sur l'épaule, le visage de quelqu'un qui croit toujours arriver où il veut. Il nous a vus alignés sur le trottoir et a levé la main dans un geste d'excuse répété. « Karine, vers hier, j'étais... » L'expression est morte. Thomas a fait un pas en arrière, s'accrochant à ma jambe. Karine se redressa, le visage encore marqué, mais les yeux clairs comme le lendemain de la pluie. « Non, Antoine, pas ici. Et peut-être plus maintenant. Je suis avec ma famille. » Il essaya de sourire, se fit un point d'honneur, mais se rendit compte qu'il n'y avait pas de place pour lui dans cette scène. Mes garçons n'ont rien dit. Parfois, le respect le plus fort est celui qui est imposé dans le silence. Il haussa les épaules, marmonna quelque chose d'inaudible et s'éloigna, diminué par son propre reflet dans la vitre. Monsieur Armand parut à la porte, s'essuyant les mains sur son tablier. « Nadège, le gratin te demandera d'entrer. » Il m'a regardé avec une tendresse qui lui manque rarement. Mais cela peut prendre 2 minutes. La cuisine comprend quand la vie a besoin d'être assaisonnée. Nous avons ri sans nous presser. Je me suis tournée vers Karine. « Aujourd'hui, tu cherches Thomas. Je pars à 4 heures. Nous dînons ensemble à la maison. Pas de bavardage, juste une table pleine. » Elle hoche la tête, soulagée de recevoir une tâche simple et concrète, de celles qui font avancer la vie. J'ai donné un baiser sur le front à mon petit-fils, un autre à mes enfants, et j'ai serré la main d'Hélène. Je suis rentrée dans le bistrot avec mon tablier plus léger qu'en partant. Sur la cuisinière, les casseroles continuaient à chanter la routine. J'ai ajouté un filet de crème, j'ai tourné mon poignet, j'ai goûté, j'ai frappé le sel. En remuant la sauce, j'ai pensé à ce qui venait de se passer sur le trottoir. Toutes les histoires n'ont pas un public. Les nôtres, par hasard, l'avaient fait. Mais j'ai appris, là-bas, que la justice émotionnelle n'est pas la vengeance, c'est la position. C'est mettre chaque chose à sa place, chaque personne dans son rôle, chaque amour au centre qui lui appartient. L'âge ne m'a pas emporté, il m'a rendu. Cela m'a redonné ma voix, mon droit d'être non seulement celui qui peut se tenir, mais aussi celui qui décide. Et quand Karine m'a regardé devant tout le monde et a choisi de me voir en vrai, j'ai compris qu'être qualifiée de trop vieille n'était qu'un claquement de doigts avant la lumière. À la fin du service, le soleil brillait sur Marseille et rendait les murs jaunâtres avec la couleur du beurre chaud. Je suis rentrée chez moi avec un sac de légumes et un autre avec du pain. La table m'attendait, la nappe propre, les assiettes alignées. Quand la porte s'est ouverte pour Karine et Thomas, j'ai ressenti à nouveau ce bon silence après l'orage. Stéphane et Fabien sont arrivés peu de temps après avec un vin simple. J'ai servi la soupe. Nous rions des petites choses. Et quand les rires se sont arrêtés, la certitude que je voulais rester est restée dans l'air. Il y a des mots qui blessent, mais il y a des gestes qui guérissent en public et à la maison. Et parfois, la vie donne la possibilité que les deux se produisent le même jour, afin que personne n'oublie où se trouve le porc.